y aller. Ouais. Bonjour mesdames et messieurs. On va vous demander de vous installer si vous voulez qu'on démarre à l'heure. Voilà, donc on va passer une petite heure ensemble sur le sujet qui s'appelle Vie d'une OGEC, cartographie des risques pour mieux anticiper. Et on est très heureux d'être avec vous durant cette heure. On va vous décliner notre présentation et puis on vous laissera à peu près une dizaine de minutes si vous souhaitez, à l'issue de cela, poser quelques questions pour pouvoir rendre vivante notre présentation. Donc on a des micros qui sont là et on va vous les faire passer si vous souhaitez vous exprimer et faire partager quelques éléments d'analyse sur le sujet. Alors, c'est une présentation qu'on a déjà eu l'occasion de faire au permanent de la FNOGEC au mois d'octobre sur cette thématique des risques et d'une cartographie des risques pour mieux anticiper les sujets et les difficultés dans les associations et notamment et surtout d'ailleurs uniquement dans les OGEC aujourd'hui. Alors, globalement, notre présentation, elle va vous permettre d'aborder tout d'abord un aspect un petit peu théorique de qu'est-ce que c'est qu'un risque et comprendre à quoi ça sert de pouvoir identifier les risques. On va ensuite vous donner quelques éléments de réflexion pour cartographier ces risques dans chacune de vos OGEC. Et puis ensuite, on va surtout décliner la troisième partie sous forme de descriptif des principaux risques que l'on a pu identifier, nous qui intervenons quotidiennement dans les OGEC. Alors c'est un inventaire à l'après-vert, ça se veut beaucoup d'exemples qu'on essaiera de rendre très vivants, de façon à ce que vous puissiez peu à peu vous approprier et faire votre aussi introspection au niveau de chacune des OGEC dans lesquelles vous êtes bénévole, de façon à ce que vous commenciez à réfléchir sur cette notion du risque inhérent à l'activité d'un établissement sous forme d'OGEC. Voilà. Alors, on va démarrer très vite maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que c'est un peu clair étalé. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez. Mais on va donc comme Christine vous a présenté, on va essayer d'aborder les risques, de vous donner cette notion de risque, d'approche par les risques, pour vous poser les bonnes questions dans vos OGEC respectives. Parce que selon les OGEC, les risques peuvent être différents. On va voir, il y a différentes natures qui peuvent être juridiques, sociales, économiques, les élèves. Enfin, il y a un ensemble de risques. On va le voir un petit peu après. Donc, pour commencer, on va voir ce qu'est un risque. Le risque zéro, il n'existe pas. Il y a toujours un risque. Le tout, c'est de mettre des procédures, une organisation qui permet de les limiter. Prioriser, hiérarchiser, c'est-à-dire les risques, il y en a de plusieurs natures. Il faut que dans chacune de vos entités, vous soyez capable d'identifier ceux qui sont plus importants, moins importants. Donc on va essayer de vous donner les éléments pour y réfléchir. Donc qu'est-ce qu'un risque ? Un petit rappel de la définition du Larousse. Possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage. C'est-à-dire, c'est la probabilité qu'un événement amène des dommages à votre entité, crée des difficultés ou des inconvénients sur votre image. Ça peut être sur votre image, ça peut être économique, ça peut être du domaine social, gestion des ressources humaines, à tous les niveaux, vis-à-vis des élèves, etc. Donc, tout ce qui peut impacter votre entité. Et ça peut être aussi financier, mais surtout pas que financier. On a des risques qui sont beaucoup plus importants. On aimerait bien pouvoir payer pour, quelque part, s'en défaire. Et le risque financier n'est pas le plus important. On va le voir. Et souvent, il y a des risques qui ne sont pas financiers, effectivement, mais qui peuvent le devenir quelques années après. Et un risque d'image, il n'est pas financier au départ. Mais dans le temps, il peut impacter votre fonctionnement. Donc,
le risque, c'est l'évaluation de l'ensemble des facteurs qui pourraient affecter l'atteinte de ces objectifs dans une perspective de développement durable. Donc c'est ce qu'on disait à l'instant. Dans le temps, un risque peut dégrader votre fonctionnement et vous empêcher de fonctionner normalement. Donc le risque, il y a un aléa, c'est-à-dire c'est pas garanti, c'est un événement qui peut se produire, qui peut se reproduire, qui peut ne jamais arriver, mais quand il arrive, quand on est face à cet événement, comment on le gère? Il y a des événements, un incendie, il est rare, heureusement, mais le jour où il arrive, est-ce qu'on a pris les bonnes mesures de sécurité, d'évacuation, les assurances? Il y a plein d'éléments à mettre en face pour que le jour où ça, déjà faire en sorte que ça n'arrive pas, et le jour où ça arrive, faire en sorte que les dégâts soient minimisés. Ouais, ces petits rappels de sémantique sont importants parce qu'effectivement, souvent, il y a une confusion entre le risque et le niveau de risque. Donc, on pense qu'effectivement, dans vos établissements, quasiment tous les établissements sont fragiles et sont susceptibles d'avoir certains risques qui sont quasiment partout les mêmes. Par contre, le taux de risque, de survenance du risque n'est pas le même. Et donc, c'est bien une distinction de sémantique qu'il faut avoir là-dessus pour prendre conscience que les risques, ils existent. Le plus important, c'est d'ouvrir les yeux pour les voir. Parce que tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a un risque, de toute façon, on ne peut pas le traiter. Donc, c'est principalement l'objet aujourd'hui de cette réunion. Ce n'est pas de vous faire peur, ce n'est pas de vous donner envie de partir en courant, mais c'est vraiment d'avoir la conscience des risques avec lesquels vous vivez. Et une fois qu'on connaît le risque, c'est beaucoup plus facile de le gérer. Alors, sur la diapositive, on parle d'aléas et d'enjeux pour un risque. Parce qu'effectivement, un risque peut avoir une forte probabilité d'arriver, mais si l'enjeu il est très faible, ce n'est pas très grave. Donc il faut mesurer un risque par rapport à sa probabilité, mais aussi par rapport à l'enjeu pour votre entité. Voilà, le risque zéro, il n'existe pas. Dans toute entité, le risque zéro n'existe pas. Et il ne faut surtout pas chercher à rendre un risque nul, parce qu'en fait, l'énergie que vous allez devoir déployer pour baisser le niveau de risque à zéro va être énorme. Et en fait, vous n'y arriverez jamais de toute façon, parce que c'est une sorte d'utopie. Donc l'objectif, c'est vraiment de mesurer les risques qui vous semblent les plus importants, ceux sur lesquels vous êtes le plus fragile, et effectivement, ensuite, de mettre en place un dispositif qui va permettre d'abaisser ce niveau de risque. Voilà. Mais l'objectif de zéro défaut, enfin parfait, ça ne peut pas être un objectif atteignable facilement, et c'est surtout quelque chose qui va coûter énormément d'argent pour arriver à réduire le risque vraiment à un niveau très bas. Donc c'est une approche importante. Effectivement, un équilibre à trouver entre le coût et l'efficacité. C'est-à-dire qu'il y a le coût, mais le coût pas forcément direct, mais le temps passé, l'énergie dépensée pour couvrir le risque. Et à quel niveau de risque on veut arriver. Donc c'est se fixer un objectif, de dire là j'ai ma couverture qui est suffisante ou pas suffisante. Donc prioriser, hiérarchiser, c'est la première chose à faire, c'est définir vos risques. On va voir après les différents types de risques, mais c'est définir et de les hiérarchiser, les mettre dans l'ordre. Chaque OGEC aura des risques qui peuvent être différents. Il y en a une, ça peut être un risque immobilier. Il y en a une autre, ça peut être un risque par rapport à l'encadrement des élèves. Ça peut être... on a plein de natures, on verra. Ça peut être les relations avec les parents d'élèves. Ça peut être les relations avec les institutionnels. Selon les endroits, on peut avoir des risques qui sont différents. Donc il faut bien les hiérarchiser et déterminer la probabilité pour chacun et quelles sont les conséquences ou les impacts si ce risque survenait. Alors on parlait par exemple du risque d'incendie tout à l'heure. Vous comprenez aisément que selon la nature de vos locaux, sur des locaux anciens, sur des locaux où les couloirs sont étroits, où on est sur des locaux historiques, bon, ça sera beaucoup plus difficile de gérer le risque d'incendie que sur un bâtiment complètement neuf, avec des normes de sécurité, etc., où effectivement on est mieux organisé pour combattre par exemple un incendie, ou au moins toutes les process de sécurisation des individus qui sont dans ces locaux si le risque devait survenir. Voilà, donc ça c'est quelque chose de factuel. Donc c'est ce qui va être intéressant, c'est que chaque établissement puisse faire ce diagnostic, cette auto-évaluation
en fonction de l'environnement de chacun des établissements et de la fragilité de chaque établissement par rapport à la survenance du risque. Et les risques peuvent évoluer dans le temps, peuvent être aussi ponctuels. Donc il faut se poser les questions, même en conseil d'administration ou régulièrement, avoir à l'esprit. Vous avez des travaux dans l'établissement, il y a des risques spécifiques. Vous avez un surveillant général qui est malade, qui est absent, à un long moment, on n'a plus de surveillant général, on a des risques spécifiques qui peuvent se produire. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit, je fais quoi pour sécuriser mon établissement. Alors ensuite, c'est vrai que on vous présente ici un petit diagramme en 2 dimensions. Alors, je discutais avec un président d'OGEC avant d'intervenir ici. Il me disait, oui, mais chez les qualiticiens, on fait ça sur trois dimensions. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, donc on a choisi de vous présenter ça en 2 dimensions. Et globalement, voilà, 2 axes. Donc, vous avez un axe horizontal qui... Alors, je vais commencer plutôt par l'axe vertical. C'est effectivement la mesure de la probabilité de survenance du risque. Hein. Est-ce que ce risque-là, il y a de fortes chances qu'il arrive. Alors en bas, on est sur une probabilité faible et plus on monte, on est sur une probabilité forte. Et puis l'autre axe, on va se déplacer sur si ce risque-là arrive, quel est mon impact sur mon OGEC. On peut avoir un impact faible ou au contraire un impact fort. Et donc, dans la cartographie des risques, quand on vous propose de réfléchir à cela, c'est d'abord, comme on vous l'a dit, d'identifier les risques auxquels vous êtes exposés. Et puis ensuite, voilà, d'essayer par un petit travail, et on dit souvent ce travail, il doit être mené, vous voyez, non pas le président tout seul devant sa feuille blanche, mais vraiment essayer de faire un petit groupe de travail pour que chacun puisse apporter son vécu par rapport à l'exposition au risque et donc de positionner ses principaux risques. Ce n'est pas une source exacte, hein, donc il faudra effectivement jouer sur les 2 axes, mais ça vous donnera, vous voyez tout de suite, la priorisation des axes de réflexion, ce que vous allez devoir mener. Et bien évidemment, ça va être sur la partie la plus haute et la plus à droite que vous avez le plus de danger, puisque c'est ceux qui risquent de survenir le plus et d'avoir le plus d'impact. Donc bien évidemment, on ne va pas travailler sur le bas à gauche du graphique, mais plutôt sur les risques qu'on aura tendance à positionner sur la partie en haut et à droite. Et ce petit exercice intellectuel, il permet de partager effectivement une approche des risques. Alors voilà, de partager, d'écouter ensemble la sensibilité des uns et des autres selon les formations d'origine, selon les compétences des uns et des autres, et d'arriver à un graphique qui peu ou prou représente l'avis du groupe de travail sur cette cartographie des risques. Et là, dans ce travail, il faut vraiment ne pas se mettre des œillères. Il faut essayer d'ouvrir le plus la réflexion, de garder le spectre le plus large possible pour justement ne pas se priver d'identifier quelque chose qui pourrait être important. Et donc vraiment tout coucher sur le papier pour être sûr d'avoir fait un inventaire exhaustif des choses. Et ensuite, voilà, on classifie, on organise. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié les risques sur lesquels on était fragilisé, après, voilà, le déroulement pour mener à la baisse le taux de risque, quelque part, ça, vous savez déjà faire. Le plus important, dans un premier temps, c'est effectivement de faire ce travail de recensement et de cartographie. Sur le graphique, ce sont des exemples, hein, parce qu'on prend la perte d'élèves, on dit là, dans l'exemple, c'est un risque élevé, mais je parlais ce midi à table avec un président d'OGEC où on me disait, nous, on n'a pas de souci d'élèves, on est obligé d'en refuser. Donc, selon les OGEC, on voit bien que le même risque peut être identifié complètement différemment. D'accord ? Donc, mais ils ont automatiquement d'autres risques. Donc ça mérite souvent un petit groupe de travail, une petite réflexion. C'est d'y passer quelques heures, mais pour bien les identifier. Alors, et pour compléter, sachant qu'effectivement la perte d'élèves, on peut dans un premier temps être un établissement où on fait le plein, comme on dit. Simplement, le jour où on a un problème d'image, je veux dire, allez, admettons une intoxication alimentaire à la cantine, on a un problème d'image qui peut se traduire aussi plus tard par une perte d'élèves. Et donc on sait bien qu'une fois que les courbes d'effectifs sont à la baisse, il faut du temps, de la patience pour arriver à remonter. Et c'est vrai que par exemple la notion d'effet sur l'image, ça c'est quelque chose d'important parce que l'effet va être forcément très long à pouvoir être combattu.
Donc on va aborder la cartographie des risques avec pourquoi cette cartographie. Bon, on l'a déjà pas mal évoqué sur la première partie. Quels sont les interlocuteurs des OGEC et quels sont les risques inhérents majeurs. On verra des exemples pour vous aider là aussi à avoir des idées d'exemples que vous pouvez rencontrer ou que vous pouvez avoir à gérer dans vos établissements. Donc pourquoi une cartographie? Comme on l'a déjà pas mal évoqué, hein, c'est de faire l'état des lieux de votre établissement, où vous en êtes, de bien connaître votre établissement, c'est d'évaluer les conséquences qui peuvent impacter votre OGEC. Donc souvent c'est d'abord en termes d'image, ça peut être en termes, un incendie c'est pas que l'image, là c'est vraiment un risque physique et ça peut être économique. Et les deux, plusieurs choses à la fois. Et souvent les différents impacts s'enchaînent. Et puis c'est une fois qu'on a bien identifié, c'est de mettre en place des procédures, une organisation, des solutions qui vont permettre de vous protéger, de répondre à ces risques et donc de les couvrir, de les limiter. Ça ne veut pas dire, toujours pareil, hein, le risque zéro, on l'a dit, n'existe pas, mais de les limiter. Alors ça, c'est une démarche qui peut être menée, vous pouvez l'imaginer tout à fait quand on est président depuis un certain nombre d'années. Je pense aussi à des présidents qui découvrent le monde des OGEC et qui parfois découvrent un environnement qui ne leur est pas familier. Ça peut être également aussi une façon assez rapide de comprendre le mode de fonctionnement de l'établissement et justement avec l'œil neuf de la personne qui arrive, de se faire son opinion et puis d'entraîner un groupe de travail sur cette thématique-là, un petit peu innovante. Et je pense que ça peut être aussi une façon de fédérer l'établissement sur une réflexion interne intéressante. Donc là, on vous a représenté sur un petit graphique l'ensemble des interlocuteurs des OGEC. Enfin, on a essayé de balayer assez large. Maintenant, il y en a toujours peut-être qui ont été oubliés, mais on voit que c'est très large parce que c'est assez complexe hein, comme fonctionnement un OGEC, entre la tutelle, les élèves, les parents d'élèves, les collectivités locales, territoriales, les enseignants, bien sûr les banques, les salariés. prestataires, les salariés. Voilà, donc on voit qu'on a quand même un balayage très large, complexe, avec des intérêts qui sont complètement divergents. Donc ça peut être compliqué. Donc selon les zones géographiques, selon les relations que l'on peut avoir au niveau local, etc., ça peut être compliqué. Donc voilà dans la liste, hein, élèves, salariés, fournisseurs, prestataires, parents d'élèves, assureurs, banques, UDOGEC, tutelle, les bailleurs. On en parlera un petit peu tout à l'heure dans les exemples, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de propriété des locaux. C'est vraiment par rapport à cet environnement, vous voyez, cet équilibre économique. Hein, on est sur un modèle qui gravite autour des OGEC. C'est par rapport à toutes ces bulles qui sont autour, hein, où il y a des interactions entre tout ce système qui fonctionne ensemble. Et donc, votre analyse des risques, elle va être essentiellement orientée par rapport à chacun des partenaires, chacun des parties prenantes hein, autour du fonctionnement de l'OGEC. Et donc, c'est effectivement par rapport à cette organisation économique qu'il faut mesurer les risques, avec des risques bien particuliers au niveau de chaque partie prenante. Donc, on va les décliner un petit peu dans ce sens-là. On va effectivement commencer à essayer de vous identifier quelques-uns des risques. Alors, l'inventaire, il est forcément par nature pas complètement exhaustif. On va essayer de pas tout lire, mais donner des exemples qui correspondent à ce qu'on vous met. On va essayer de vous donner des exemples. Donc là, par exemple, la thématique, on est sur une thématique d'enseignement, d'animation. Hein. Donc voilà, par exemple, c'est des thématiques qu'on connaît bien. Hein. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que toutes les sommes qui nous sont confiées par les familles, par exemple pour le paiement de la restauration, arrivent bien dans l'établissement. Parce que si c'est pas comme ça, si ça se fait pas, et si ça commence à se savoir d'un parent à l'autre que quelque part il peut y avoir une organisation un petit peu défaillante. C'est une question effectivement d'image et puis bien évidemment, vous l'avez compris, l'aspect financier tout de suite est derrière, mais c'est aussi la notion d'image.
Hein, voilà, la notion d'une organisation qui serait défaillante. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, c'est une zone de risque significative parce qu'on sait bien que les produits de restauration de la cantine, l'argent qui est donné par les enfants, parfois de la main à la main, etc., ce sont des petites sommes, ce sont des montants qui, cumulés, peuvent représenter des sommes importantes. Mais voilà, on se retrouve souvent avec une accumulation de petits montants. Et bon, donc c'est compliqué à gérer parce que ça fait aussi beaucoup de travail administratif avec des moyens, souvent, on le sait, limités. Là, c'est l'exemple de la cantine, mais c'est tout ce qui, je dirais, peuvent être des petits montants où il y a des mouvements d'espèces. Les En règle photos, générale, enfin voilà, dès qu'il y a du paiement tout ce qui est en débours, espèces, les voyages. il y a une procédure à mettre en place pour être sûr qu'il n'y ait pas de détournement, que les sommes soient payées et que tout soit bien, s'enchaîne bien entre la facturation, le paiement et que ça passe bien dans la comptabilité de l'OGEX et de la responsabilité des dirigeants. Et là, c'est vrai que le risque, vous voyez, quelque part, il nous semble plus important en termes d'image qu'en termes vraiment financiers. Certes, il va y avoir une perte de ressources, mais le plus important, ça peut être la dégradation de l'image envers notre équilibre économique qu'on a vu tout à l'heure. Hein, toutes ces bulles qui tournent autour des OGEC, que ce soit les familles, mais pas que. Hein, ça peut être aussi voilà, les collectivités, ça peut être, voilà, vous savez bien, c'est un petit univers, ça se sait, ça se dit. Et donc, en termes d'image, la notion d'impact sur l'image de l'établissement est quelque chose de prégnant sur lequel vous devez être très vigilant parce que c'est très difficile après de redresser une image qui souffre. Après, on a mis des exemples qui concernent les effectifs. C'est vrai que les déclarations d'effectifs en début d'année, même si il y a des aléas, parce qu'il peut y avoir des élèves inscrits qui ne viennent pas, qui partent, des nouveaux, mais d'être assez vigilant là-dessus, parce qu'on voit des fois, il y a pu y avoir certains abus des fois pour garder des ouvertures de classe, pour des choses comme ça. Donc c'est important, parce que c'est ce qu'on appelle aussi de la fraude à un moment donné. Donc qu'il y ait 2-3 écarts, ça arrive. Faut faire attention à ça, qu'il n'y ait pas d'abus dans ce domaine-là. Alors, il y a un petit carré là qui parle du cas d'indemnisation des bénévoles. Moi, j'ai rencontré ça dans un établissement. Vous savez, les fameux comptes de débours, hein, les comptes de voyage. Hein, vous avez ça dans tous vos établissements. Bon, en tant que commissaire aux comptes, on regarde parfois un petit peu les flux qui sont dans ces comptes-là, parce qu'effectivement, c'est à l'euro. Donc, en fait, on a un financement des parents et puis on a des dépenses en face. Et quand on jette un petit œil un petit peu dans ces comptes-là, de temps en temps, on voit des choses. Alors, oui, on voit des décaissements liquides, par exemple. On a retiré 500 €, c'est pour indemniser les bénévoles. Oui, mais bon, un bénévole, par définition, je veux dire, en principe, on ne l'indemnise pas, sinon ça ne s'appelle plus un bénévole, quoi. Ou alors, il faut trouver une autre formule, si vous voulez. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça qui... C'est des pratiques. Hein. Alors, c'est des pratiques, je vous l'accorde, qui sont assez souvent d'un autre âge et qui ont vraiment tendance, je pense, à disparaître des établissements. Mais parfois, voilà, le poids de l'histoire, l'ancrage, comme on dit, est encore présent dans certains établissements. Donc, c'est des pratiques aujourd'hui qui... Je ne vais pas faire de parallèle avec ce que vit notre pays sur le plan politique, mais vous voyez, c'est des pratiques qui évoluent. Donc, il faut être vigilant sur ces pratiques-là, encore une fois, d'un autre âge, qui parfois restent et perdurent. Il faut faire très attention. Des versements comme ça, effectivement, c'est du travail dissimulé. Ce sont des charges sociales éludées. Donc, le jour où, même si c'est des petits montants, où ça sort dans le domaine public, ou un journaliste, ou quelque chose, il y a un article là-dessus, ça fait automatiquement mal à l'association. L'exemple de l'innovation, vous allez dire quel est le risque sur l'innovation ? C'est d'être en retard, le monde évolue. Si vous n'avez pas aujourd'hui des formations un peu informatiques, Internet, aujourd'hui certaines écoles parlent de mettre des tablettes, certains ont déjà fait l'essai. Si vous ne le faites pas et si le public ou si d'autres établissements le font, c'est aussi un risque d'image vis-à-vis des parents, des élèves et pour l'avenir sur les effectifs et donc sur l'économie même de l'association. Alors on peut passer à un autre type de risque. Par exemple, alors voilà, ça c'est une belle thématique, l'immobilier.
L'immobilier, donc effectivement, voilà, vous le savez bien, forcément, ces fameuses normes adaptent, hein, mais pas que. Hein, vous savez aussi que vous avez des normes particulières à respecter en fonction de la taille de vos établissements. L'autre jour, on discutait tout d'un coup, mais attention, mes effectifs progressent, attention, je vais changer de taille d'établissement, donc je vais avoir des dispositifs différents à respecter. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est bien quand les élèves arrivent, puis tout d'un coup, on se rend compte que l'établissement a changé de taille et que donc il faut s'adapter en matière de respect des normes. Je pensais à ça parce que je voyais l'autre jour, je me disais qu'il y avait quelques établissements qui ne seraient pas là aujourd'hui parce que dans ma région, il y avait beaucoup de portes ouvertes aujourd'hui. Alors voilà, c'est la grand-mère du petit qui vient visiter les locaux. Sauf que la grand-mère, elle est un peu moins souple que le petit. Et du coup, voilà, elle descend l'escalier, mais il n'y a pas la rambarde. Et puis, elle se casse une jambe ou elle trébuche, etc. On n'a pas toujours cette réflexion, vous voyez, sur la présence parfois dans les établissements, même à des instants très précis, que ce soit les kermesses, etc., de personnes qui sont peut-être plus susceptibles de trébucher, de chuter. Et donc, du coup, il faut aussi penser à tous ces événements-là, hein, qui font ça. L'autre jour, je voyais aussi dans un établissement un enfant en pleine santé qui avait utilisé, vous savez, la rampe là, pour descendre l'escalier. Bon, évidemment, nous, on n'a pas très envie de faire ce genre de choses, mais quand on est enfant, c'est un truc peut-être que vous avez fait aussi. Bon, voilà, ça, c'est des règles de sécurité. C'est clair que c'est pas prévu que une rampe d'escalier, ça serve à descendre l'escalier. Malheureusement, les enfants sont ainsi faits que parfois ça peut arriver. Comment on prévoit tout ça avec des enfants, et vous le savez encore mieux que moi, qui évoluent beaucoup et qui sont peut-être beaucoup plus imprévisibles encore que ceux des générations précédentes. Donc il faut aller dans la réflexion, dans la cartographie des risques, aller même au-delà parfois de ce qu'on peut soi-même imaginer sur la survenance du risque. C'est aussi... pour vous assurer de couvrir aussi vos risques, c'est vous assurer aussi que vous ayez bien un document unique d'évaluation des risques dans vos établissements. C'est quelque chose d'obligatoire et qui doit vivre et qui doit recenser les risques et les mesures qui ont été mises en place. Ce document unique, s'il n'est pas présent, tant qu'il n'arrive rien, je dirais, ça va bien pour tout le monde, mais le jour où il y a un accident et que vous ne l'avez pas fait, la responsabilité du président existe. Donc je pense que c'est important de vous poser la question, est-ce que ce document unique a été mis en place? Aujourd'hui, il doit intégrer dans ce document unique la pénibilité, s'il y a lieu, alors selon les établissements, selon s'il y a de la restauration, pas de restauration, selon s'il y a de l'internat, etc. Il peut y avoir ou pas y avoir, mais c'est se poser la question quand même, est-ce qu'on est à jour, est-ce qu'on est dans les clous? Là, il y a eu un cas d'un dirigeant mis en cause parce que le document unique n'était pas fait. Donc que ce soit une société, une association, ça reste une entité économique, une entité qui a des salariés, qui a un fonctionnement auprès des tiers. Donc on doit être à jour là-dessus. Et la responsabilité, souvent, quand vous êtes président d'association ou dirigeant d'association, vous oubliez, vous n'avez pas forcément toutes ces connaissances-là. Donc il faut être vigilant là-dessus. Alors c'est certain que la thématique de l'immobilier est sûrement une des principales sources de risques. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair. Penser effectivement aussi à la couverture assurance. C'est important aussi parce que c'est des choses, c'est pas gravé dans le marbre. On n'est pas couvert par l'assurance une bonne fois pour toutes. Ce sont des choses qui doivent évoluer. Les contrats de couverture d'assurance sont des choses qu'il faut faire évoluer, sur lesquelles il faut se pencher régulièrement, sur lesquelles vous devez travailler avec vos assureurs, indépendamment du prix de la quittance. Je parle bien là de niveau de couverture des valeurs d'assurance. Et puis aussi le dernier point, mais ça je sais que vous allez être là-dessus largement accompagné par la FNOGEC, parce qu'il y a des réflexions qui sont faites pour vous proposer des thématiques de réflexion sur la notion de relation entre les propriétaires immobiliers et les OGEC. Je pense que dans quelques mois, vous aurez de quoi vous renseigner plus amplement là-dessus. Mais effectivement, voilà, toutes les modalités de détention des baux, tout ce qui est le lien contractuel avec le propriétaire. Je pense aussi à tout ce qui est construction sur sol d'autrui, sur des thématiques où parfois on n'a pas été suffisamment vigilant
au fait que le temps passe et que le bail, on pensait qu'il était encore valable, mais tout d'un coup, oui, ça fait déjà 3 ans qu'il est fini, etc., etc. Hein. Donc voilà, beaucoup de thématiques là-dessus. C'est vraiment des choses qu'on vit au quotidien dans les OGEC. Hein. J'ai, moi, en tant que commissaire aux comptes, eu très très récemment une grosse réflexion sur construction sur sol d'autrui. On se retrouvait avec des bâtiments à l'actif du bilan de l'OGEC qui, en fait, en droit civil français, ne lui appartenaient plus. Bon, on était en procédure de fusion. Le commissaire à la fusion, il a dit « je ne peux pas apporter des bâtiments qui ne vous appartiennent plus ». Il faut savoir que des constructions sur sol d'autrui, les bâtiments en droit français appartiennent à celui à qui est le sol. C'est le principe du droit civil français, oui. Donc voilà, il faut être vigilant. Ça peut être des problématiques à moyen ou long terme. Alors, troisième type de thématique sur lesquelles on doit apprécier les risques, c'est sur les notions budgétaires. Alors effectivement, sur les notions budgétaires, on va trouver des thématiques qui vous sont familières. Hein. On les a identifiées, par exemple, sur des décisions que peuvent prendre certains conseils de ne pas revaloriser régulièrement les contributions familiales. Le problème, c'est que si on est 1 an ou 2 sans faire évoluer les grilles, parfois on va se retrouver au bout de 3 ans à être obligé de faire un pas un peu plus important. Pareil pour le prix de la restauration. Et puis là, on sait que ça peut, à ce moment-là, effectivement, amener des difficultés relationnelles avec les familles, par exemple. Et n'oubliez pas qu'une augmentation non faite une année, elle se rattrape quasiment jamais. C'est-à-dire dans une inflation actuelle qui est très basse, si vous n'avez pas fait le 1 ou 2% d'une année, l'année d'après, vous n'allez pas faire 3 ou 4, vous n'allez pas rattraper. Et donc le 1, 1,5, 2, vous n'avez pas fait, vous le perdez à vie. Parce que derrière, ça veut dire que vous ne le trouvez pas l'année qui suit, mais toutes les années d'après. Alors par exemple, la thématique qui est bien connue aussi, c'est celle des créances famille. C'est vrai, quand on est défaillant là-dessus, globalement, on a des problèmes de trésorerie et on a du mal à recouvrer les créances. On sait qu'aujourd'hui, les familles ont des difficultés. Si on ne met pas en place un outil de suivi pour récupérer ces créances rapidement, ça devient très difficile. Et puis en plus, je compléterai en disant ça renvoie une image négative, encore une fois. Parce que les familles qui payent régulièrement, ils ont vent qu'il y a un tel qui n'a pas payé. Ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus dans le besoin qui ne payent pas, vous le savez forcément. Et du coup, voilà, encore en termes d'image, en termes d'organisation, ça peut être négatif pour l'établissement. Et puis, ce n'est pas que le recouvrement, c'est de trouver des solutions très tôt. Parce que des fois, il y a des solutions aussi qui peuvent être mises en place avec des aides pour ces familles qui sont en difficulté. Donc, le faire très tôt évite la dérive et vous permet de limiter la casse et de recouvrer ces sommes d'une façon ou d'une autre. N'attendez pas que les familles ne soient plus dans l'établissement pour mettre la pression. Ce n'est pas une solution. On va passer à la thématique suivante peut-être. Bon, on reste dans la même thématique sur les aspects comptables. Voilà, des thématiques comptables de séparation des exercices, de faire attention à l'enregistrement, aux dates d'enregistrement, les subventions, il peut y avoir des décalages. Vous clôturez au 31 août, vous avez des fois des forfaits ou des subventions de communes qui sont versées au mois d'août, une autre année au mois de septembre. Donc là, c'est comptable. Quand il y a un expert comptable ou un commissaire aux comptes, en général, il y a une attention qui est portée dessus. Mais soyez vigilants, ce n'est pas forcément une comptabilité de trésorerie. Il peut y avoir des décalages entre la perception des subventions ou le paiement de certaines charges et leur comptabilisation. Et on a aujourd'hui de plus en plus, vous voyez, de fraude, j'appelle le terme fraude, qui peuvent vous toucher, de fraude à des prélèvements sur des comptes bancaires. Donc que ce soit effectivement des tiers qui essayent d'obtenir de l'argent, qui font des faux virements ou des faux ordres de virement, éventuellement des falsifications de documents internes, etc. Donc il faut être très très vigilant. On a aussi aujourd'hui des facultés avec les banques. Il y en a
il y a peut-être des banquiers d'ailleurs dans la salle, pour faire des virements de plus en plus automatiques. On a un code, on a une clé, on a un accès à un site internet qui permet rapidement de faire des virements. C'est très pratique. Mais, à contrario, ça peut fragiliser l'établissement aussi, parce qu'il peut y avoir malheureusement des utilisations frauduleuses de tous ces moyens modernes. On n'a pas toujours le réflexe. Autant on pensait à ne pas donner la signature sur le chéquier à la comptable, autant parfois le moyen pratique de faire un virement avec un système de clé ou de code, enfin peu importe, est plus facile à déléguer. Donc soyez très vigilants. On a des établissements qui se font piéger sur des thématiques comme ça. Et malheureusement, il n'y a pas non plus que les comptables qui font des indélicatesses. Vous pouvez être aussi victime de cyberattaques, tout simplement. Donc il faut l'avoir en tête. C'est des choses très récentes et qui bougent très très vite, sur lesquelles on n'est pas toujours rompu. Pour rebondir sur ce que dit Christine, et pas pour vous faire peur, mais pour vous dire, soyez vigilants. Faites attention de garder dans vos OGEC la signature bancaire, les codes, ou de séparer entre la comptable et celui qui paye. Parce que ça peut arriver. Vous êtes en plus dirigeant, pas toujours dans la structure, bien entendu. Dirigeant de OGEC, vous êtes bénévole, vous êtes dans un milieu associatif, donc vous n'êtes pas présent au quotidien. Donc faites attention à l'organisation qui est mise en place par rapport à ça. Moi, j'ai eu récemment, alors pas dans une OGEC, dans une autre entité, mais très très récemment, où la comptable a fait des faux relevés de banque. Aujourd'hui, falsifier des relevés de banque, malheureusement, de nos jours, c'est facile. Falsifier, faire des fausses factures, c'est facile. Donc, avec les scans, avec des outils. Et moi, dans un dossier, là, ça fait 5 ans que la comptable faisait des faux relevés de banque et se détournait de l'argent. Donc, ça peut arriver à tout le monde. On se dit toujours, ça arrive chez les autres. Mais ça peut arriver partout. Donc il faut être vigilant là-dessus, de bien séparer les fonctions de paiement de celles de la tenue comptable. Et là, on est sur une thématique, ce qu'on appelle dans notre jargon le contrôle interne. Donc la mise en place de tout le dispositif qui va permettre effectivement d'avoir des bonnes séparations de fonctions, d'avoir un pilotage de l'OGEC conforme à des règles généralement admises par tous les professionnels, et de la responsabilité du conseil d'administration. Vous pouvez avoir des professionnels, vous pouvez avoir des directeurs, vous pouvez avoir des experts comptables ou des commissaires aux comptes. C'est d'abord de votre responsabilité. C'est vous qui êtes, en tant que conseil d'administration et que président, responsable de l'organisation de la maison. D'accord ? Encore une fois, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour... Voilà, on est dans le recensement de nos risques, et c'est un risque effectivement de responsabilité. J'ai quelqu'un ce matin qui me parlait de la responsabilité du président, pas que du président, aussi du conseil d'administration dans son entité, dans sa globalité, pas en tant qu'individu, mais organisme dans sa globalité, dans sa constitution globale. On va y revenir un petit peu après avec un point juridique, mais avant de l'aborder, parce qu'effectivement le juridique est important, on le verra juste après. Avant de l'aborder, il y a des points d'assurance, notamment. Donc là, vérifier si au niveau des assurances, de la responsabilité, etc., on est bien couvert. Des points de sécurité, on parlait tout à l'heure d'événements particuliers, sécurité des élèves en cas de travaux, mais pas que des élèves, bien entendu, de toutes les personnes qui peuvent être amenées à circuler dans l'établissement. L'utilisation sécurisée des systèmes d'information. Ça, on vient d'en parler. Alors ça, c'est un point important. Vous avez aujourd'hui des accès Internet, vous avez aujourd'hui des outils, vous avez des fois de l'internat. Donc s'assurer que les élèves, par du Wi-Fi, par les accès de l'établissement, il y ait des sécurités qui soient mises en place pour l'accès à certains sites, notamment tous les ou à sites certains illicites, blogs. C'est ça, les blogs, c'est tout à fait d'actualité. Les blogs illicites aussi qui peuvent détériorer l'image de l'établissement. Ça peut être aussi des sites pirates. On avait travaillé avec un établissement, on a fait une petite démonstration, on a dit tiens, on va taper le nom de l'établissement pour voir qu'est-ce qui apparaît en premier, Google, machin. Puis on était tombé sur un site fait par des parents d'élèves qui avaient fait un autre petit dessin de l'établissement, etc. Enfin, je veux dire, ça avait une apparence de vrai site de l'établissement, sauf que ça n'en était pas. Voilà. Donc ça, faut faire attention. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se passe sur Internet de temps en temps en tapant des mots-clés comme ça. On est parfois un petit peu surpris
de ce qu'on trouve. On avait découvert ainsi en ligne sur cet établissement, voilà, il y avait les documents d'inscription. Et puis, quand on lisait les documents d'inscription, il y avait marqué religion, catholique, protestant, musulman. Non, dans un dossier d'inscription, on n'a pas le droit de demander la religion des gens. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire en France. Donc, voilà, faites attention à toutes ces choses qu'on peut mettre en ligne et qui parfois, ça partait d'un bon principe, sûrement, mais voilà, donc il y a des réglementations et donc on peut aussi se trouver fragilisé parce que tout le monde peut y aller et du coup, voilà, on n'a pas des gens forcément bienveillants autour des établissements aussi. Voilà. Donc, au niveau gouvernance. Là, on est plus dans le domaine juridique ou relations extérieures. On voit la partie définition, rôle, responsabilité du président, non-respect des statuts, ça c'est les 2 derniers points, mais on est vraiment dans un domaine, là-dessus vous êtes dirigeant d'association, c'est vous qui assumez les responsabilités. Après, il y a des salariés de l'association qui doivent exécuter, qui doivent mettre en place la politique de l'OGEC conformément aux orientations de la tutelle et aux orientations de l'enseignement catholique, mais vous devez en être garant, vous devez être vigilant sur tout ça. Et le juridique, soyez vigilant là-dessus, parce que très souvent, dans les OGEC, le juridique est très très léger. Je parle des conseils d'administration, je parle des assemblées, des procès-verbaux, des décisions d'arrêter des comptes. Soyez vigilants sur tout ça, parce que vous êtes de passage aussi en tant que dirigeant d'association. Et dans 2 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand vous ne serez plus là, s'il y a des problèmes qui reviennent quand vous étiez là et que le juridique n'est pas à jour, ça retombe sur vous. Et le jour où vous n'êtes plus là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, faut s'assurer, respecter les délais, s'assurer qu'on soit dans les clous sur le plan juridique. C'est important, c'est votre sécurité. Donc pensez-y. Souvent, on le néglige. Quand tout va bien, là aussi, il n'y a pas de problème. Mais le jour où ça ne va pas, où il y a un conflit avec des parents d'élèves, où il y a un conflit entre membres du conseil d'administration, où il y a un problème, et ça rejaillit aussitôt sur les membres du bureau et le président en premier lieu. Il faut effectivement être aussi très attentif à la façon dont les votes sont retranscrits dans les procès-verbaux. On a souvent tendance à aller un peu vite au niveau des votes. Qui s'abstient, qui est contre, donc tout le monde est pour. Voilà, parfois c'est un petit peu rapide. C'est aussi parfois retranscrit rapidement au niveau des votes. Parfois pas du tout retranscrit quand on lit les procès-verbaux. Alors on a décidé ça, machin. Mais en fait, il n'y a pas franchement de décision. Parfois, la retranscription du procès-verbal, c'est plus des exposés que des vraies résolutions de prise. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui effectivement expose les sujets et voilà, relisez avec un œil un petit peu plus critique vos procès-verbaux. Vous allez peut-être vous rendre compte que de temps en temps, il n'y a pas franchement de décision de prise. Et donc ça, ce côté associatif, on va revenir à la loi de 1901, il est aussi important en matière de responsabilité, parce que même si vous êtes président, vous n'êtes pas responsable de tout. Et c'est important de protéger, je pense, les bénévoles que vous êtes pour que vous n'ayez pas de risques plus importants que ceux que vous êtes capable de prendre. Vous allez forcément en prendre en tant que président. Par contre, ceux que vous allez les prendre en connaissance de cause. Ce qui est important, c'est que vous ne preniez pas des risques sans savoir que vous prenez des risques. Donc, n'hésitez pas vraiment à bien retranscrire dans les procès-verbaux les décisions. On a le droit d'avoir des oppositions, on a le droit d'avoir des gens qui s'abstiennent, mais surtout, il faut acter des décisions. Là, on a approuvé le budget. Là, on a décidé d'investir. Là, on a décidé telle et telle chose. Voilà, mais on écrit ce qu'on décide. Alors que parfois, on est un petit peu dans un flou artistique qui fait que quelques années après, quand on lit les PV, c'est pas toujours très clair. Le respect des quorums, le respect des majorités, donc tout ça, c'est important pour être sûr que les décisions ne soient pas remises en cause et que ça ne vous pénalise pas à l'avenir s'il y avait des difficultés ou des problèmes. La qualité des relations avec les collectivités, écoutez, c'est vrai que de temps en temps, on peut essayer de mener une vie un petit peu en parallèle, sans franchement de relations.
On sait qu'à terme, c'est compliqué. Donc vous êtes quelque part, de toute façon, ils font partie de cet environnement qu'on a vu autour de vous. Hein. Donc vous êtes obligés, vous êtes quelque part un petit peu condamnés à vous entendre. Alors, on n'est pas obligé de dire amen à tout, mais d'un autre côté, voilà, il faut au moins entretenir des relations, de façon à se parler, parce que vous avez besoin des collectivités pour continuer à fonctionner. On voit que c'est souvent important d'avoir des bonnes relations. Quand vous avez des investissements à faire, si vous mettez un financement en place, vous avez souvent besoin des garanties des collectivités. Si vous n'avez pas des garanties des collectivités, votre financement, vous ne pouvez pas le mettre en place. Donc c'est important d'avoir ces bonnes relations, de les inviter régulièrement dans des opérations de l'association ou à l'Assemblée et de les informer, de les tenir informés de ce qui se passe. Vous faites partie du système de l'éducation dans la commune dans laquelle vous êtes ou dans la communauté de communes, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc c'est très important. Et dans le respect des prérogatives des uns et des autres, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'accepter tout, mais aussi d'avoir une communication transparente. Voilà, je m'engage à ça, je le fais, j'ai une qualité d'information. Quand je transmets de l'information financière, elle est fiable. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Voilà, ça, c'est des principes de communication aujourd'hui avec l'ensemble des collectivités qui prévalent, pas uniquement autour des OGEC, hein, mais je crois que ces entités-là ont aussi besoin d'avoir une confiance réciproque. Et on sait que s'il y a parfois des entailles dans la confiance, c'est plus compliqué après d'avancer ensemble et on peut perdre beaucoup de temps. Donc il faut que vous soyez aussi des acteurs fiables et que ce que vous envoyez comme information, ça soit des informations qui soient sincères. Voilà, simplement. Le point de vigilance suivant évoqué, là, c'est quand vous avez, on parlait de travaux, mais de marché, d'achat de fournitures, nécessité de consulter plusieurs prestataires. C'est important pour vous, c'est aussi votre couverture. Si vous faites travailler toujours le même, toujours de la même façon, sans consultation, ça peut vous être reproché un jour ou l'autre. Là aussi, le parallèle avec la politique existe, mais ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, ça finit un jour ou l'autre par ressortir comme avoir fait marcher quelqu'un par préférence, parce que c'est un ami, parce que c'est une relation connue. Vous avez interdit d'ailleurs dans les membres des conseils et de pouvoir pratiquer des prestations dans les nouveaux statuts limitées. des OGEC. Je crois que ça va dans le sens de l'histoire aujourd'hui, où la transparence est nécessaire. Et là aussi, c'est une sécurité aussi pour vous, parce que c'est vous, mais ça peut être le directeur de l'OGEC, ça peut être l'économe de l'OGEC qui prend contact avec son fournisseur habituel, ou parce que c'est un copain. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ces cas-là, d'avantager quelqu'un. Donc ça peut toujours retomber sur vous en tant que dirigeant. Donc soyez vigilants là-dessus, dès que les marchés sont un peu significatifs, dès qu'il y a un peu de volume, qu'il y ait des consultations qui soient ouvertes. Ah, la concurrence, c'est un terme. C'est un terme brutal tout d'un coup qui surgit. Alors effectivement, on a identifié que oui, vous étiez, alors le terme n'est peut-être pas le bon, mais oui, vous êtes en concurrence avec effectivement certains établissements publics, et vous le savez, parfois ils sont mieux équipés, hein, ils ont parfois des classes plus restreintes, surtout des locaux qui sont souvent plus récents. Hein. Et donc, effectivement, voilà, ils font partie aussi de la sphère de votre environnement. Donc, vous devez en tenir compte. On ne peut plus vivre sans des acteurs qui sont à côté de nous, mais les chefs d'établissement sont peut-être plus au fait même de cela. Mais vous ne pouvez pas complètement les ignorer. Et eux ne doivent pas non plus complètement vous ignorer d'ailleurs aussi. C'est réciproque, je pense. On ne peut pas rester fermé sans regarder ce qui se passe autour. Donc, pour assurer vos effectifs, donc pour assurer le fonctionnement de vos établissements, faut s'ouvrir, faut avoir une offre qui soit des fois différenciante, qui soit complémentaire. Alors, on dit c'est des fois peut-être un peu commercial entre guillemets, mais il y a toujours à peser le côté éducatif avec le côté d'attirer.
Il y a des écoles qui l'ont fait. Mme Robiol, qui est là, l'école de Granville-Sévigné, que je connais bien, a fait pas mal de choses dans le sport, le chinois. Enfin, il y a eu quelques options qui ont été faites, mais les gens en parlent, les classes européennes, les gens en parlent autour, et c'est vrai que ça assure, c'est aussi ce qui fait venir les étudiants en collège ou en lycée, qui assure aussi le remplissage des OGEC. Alors bien sûr, avec des partenariats, des fois avec d'autres associations locales, avec des collectivités locales là aussi, mais ça fait partie de choses à réfléchir. Tous ces acteurs font partie du paysage, de votre environnement. Donc il faut que vous ayez cette analyse de voir comment ils peuvent interagir sur effectivement votre modèle économique et comment ils peuvent effectivement éventuellement présenter des zones de risque pour votre établissement. Alors, on va peut-être pas tout descendre, mais les risques alimentaires, peut-être chose importante, quand vous avez, bien sûr, vous avez une restauration, alors des fois en interne, des fois avec un prestataire extérieur, mais assurez-vous là aussi que les contrôles sanitaires, que toutes les mesures sont prises, parce qu'une intoxication alimentaire ou un problème dans les cuisines ou du côté alimentaire, c'est vite très problématique dans une école, vis-à-vis de l'extérieur. Et même si vous avez effectivement un partenaire de restauration qui, quelque part, sera responsable de l'accident, vous pouvez aussi comprendre que vous serez de toute façon impacté en termes d'image et donc il y aura des conséquences. Donc même si quelque part, sur un plan uniquement juridique, vous pourriez vous en sortir sans décaissement et sans risque financier, on sait que de toute façon, vous serez impacté parce que même si c'est un prestataire, ça sera l'établissement, quoi qu'il en soit. Vous êtes responsable, quelque part. Oui, il a sa responsabilité, mais vous êtes responsable de surveiller que les choses mises en place dans votre établissement sont bien faites, puisque ça rejaillira sur votre image, donc sur votre établissement. Puis le dernier point important, c'est le social. Vous avez des effectifs propres et donc des obligations qui peuvent évoluer aussi avec la taille de l'établissement. Donc d'être très vigilant là-dessus sur le respect, la réglementation, si vous franchissez certains seuils, comité d'entreprise, un ensemble d'éléments à mettre en place et d'être soit accompagné quand vous avez besoin, mais d'être vigilant parce que là aussi, ça peut être des sujets à risque. Le jour où vous avez un litige, un problème prud'homal, ça peut vite être des impacts significatifs et importants. Donc attention avec les horaires aussi, parce que des fois, il peut y avoir certains débordements. Donc soyez vigilants à ce qui est pratiqué dans votre établissement pour éviter le jour où il y a un problème. Alors c'est vrai que la gestion du risque social nécessiterait 3 jours de journée FNOGEC à elle toute seule, parce que le sujet est tellement vaste, multiforme, que c'est un peu volontairement qu'on l'a vraiment très très réduit, parce que vous comprenez que c'est un sujet très technique, c'est un sujet encore une fois très complexe. On sait tous que la réglementation en matière de droit du travail s'est complexifiée, continue à aller globalement à se complexifier. Donc le thème a été abordé volontairement rapidement ici, parce que sinon on partirait pour plusieurs heures d'échange en plus, et ce n'était pas du tout dans le format de la conférence, puisqu'il va nous rester à peu près nos 5-10 minutes là maintenant pour vous écouter si vous souhaitez intervenir sur les différentes thématiques qu'on vient de vous présenter. Si vous avez eu des expériences à faire partager ou des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on peut passer un micro. Soyez pas timide, parce que quand on a présenté ça au mois d'octobre, on a vraiment eu énormément de questions. Donc vous avez sûrement des expériences à nous faire partager. Merci, monsieur. On va se lancer sur la première. En périphérique, la gestion de fait par les directeurs, qui est quand même quelque chose d'assez courant dans nos OGEC. Est-ce que vous avez 2 mots à nous dire là-dessus ? Alors, oui. S'il n'y avait pas de questions, j'allais l'aborder en disant soyez vigilants, parce que c'est vrai que vous avez souvent des directeurs, ils font tout, vous n'êtes pas souvent présents dans les OGEC, et effectivement, vous déléguez
quasiment complètement la gestion. Et là, le risque, vous le supportez quand même si vous n'êtes pas au courant de ce qui est fait. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir au niveau du conseil d'administration, de fixer des règles de fonctionnement, des limites d'engagement de dépenses, des règles de délégation, tout à fait. C'est au conseil d'administration de fixer tout ça, et je crois de l'évoquer. Alors ça dépend de la taille de l'établissement, ça dépend du directeur, depuis combien de temps il est là, ça dépend d'un ensemble de choses, mais je pense qu'il y a des choses que le directeur ne peut pas décider sans le conseil d'administration. Si on parle d'investissement, il y a déjà des règles dans vos statuts, donc déjà elles doivent être respectées, mais votre conseil d'administration, il doit définir quels sont les modes de fonctionnement, avec une organisation de votre conseil où il y a plusieurs personnes, hein. Il y a un président, il y a un trésorier, il y a un vice-président, enfin il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent intervenir, mais l'obligation de mettre une vraie organisation en place et une vraie séparation des pouvoirs en place. Alors, le statut du chef d'établissement prévoit un petit peu, évoque de toute façon le rôle du chef d'établissement. Vous parliez de gestion de fête. De mémoire, le chef d'établissement, il engage le budget. Donc, il est chargé d'engager les dépenses budgétées. On est d'accord ? Donc, effectivement, pour ne pas être en gestion de fête, encore faut-il que le 1er septembre, quand l'exercice redémarre, le budget soit voté. Donc, soyez aussi vigilants par rapport au calendrier. On a des établissements qui, effectivement, avant le 31 août, ont établi leur budget pour l'année prochaine. On sait aussi qu'on en a quelques-uns qui font le budget un petit peu trop tard. On arrête les comptes et on vote le budget. Mais quelque part, souvent, c'est déjà 4 mois d'exercice. Effectivement, tant que le budget n'est pas voté, le chef d'établissement est en gestion de fête, puisque le conseil d'administration ne s'est pas prononcé sur le budget. Donc, durant 4 mois, il engage des dépenses dans le cadre d'un budget, mais qui est un budget futur, non voté. Donc, le bon calendrier, et pour des tas de raisons, vous pouvez imaginer que vous avez tout intérêt à faire des budgets bien en amont et avant les vacances d'été, si c'est possible, de façon à ce que, de toute façon, le chef d'établissement ne se retrouve pas dans cette situation de gestion de fête au regard de son statut. C'est bien, ça donne du temps aussi. Parce que vous voyez, quand on a fait un budget et qu'on a déjà 4 mois de passé, quelque part, pour le mettre en œuvre, il n'y a plus que 8 mois. Alors que si on le fait et on le vote juste avant les vacances au mois de mai-juin, ma foi, voilà, on a 12 mois pour engager les dépenses. Et c'est beaucoup plus dynamique comme démarche. Une autre question ? Non. Non, effectivement, c'est vrai. non, mais Alors, est-ce que vous pouvez reformuler la question ? Elle n'a pas été entendue. la question était, vous n'avez pas évoqué le risque fiscal. Donc, alors, il est multiforme, ce risque fiscal. On va se compléter. Mais pour moi, d'une part, le principal risque fiscal, ça tiendrait au caractère de gestion désintéressée. On a de toute façon en association la nécessité d'avoir une gestion désintéressée. Ça, c'est le droit civil. Et effectivement, tant que, quelque part, les administrateurs n'ont pas un intérêt personnel dans la gestion, on peut considérer quelque part que c'est à peu près acquis. C'est pour ça que dans leur grande sagesse, les gens qui ont rédigé les nouveaux statuts ont notamment prévu que quand on est administrateur, on n'a pas le droit d'être prestataire de service. Parce qu'effectivement, après, on peut considérer qu'il y a une espèce d'intérêt. Alors, il peut être lointain, mais malgré tout, on sait que de temps en temps, il peut y avoir des intérêts. Donc ça, c'est déjà le mode de fonctionnement de l'OGEC, vous voyez, de conserver cette notion de gestion désintéressée. Après, sur la nature des activités... il y a un point de vigilance, c'est si vous avez des prestations annexes qui seraient faites. Oui. Vous avez un internat, des prestations de logement, des prestations de restauration, de location de salles, à des tiers, qui seraient faites à des tiers, pas dans le cadre de l'enseignement, qui seraient faites. Là, effectivement, soyez très vigilants parce que là, vous pouvez rentrer en concurrence avec le secteur privé, le domaine de la restauration, de l'hôtellerie. Donc, si vous rentrez en concurrence, là, oui,
vous avez un risque, c'est un des risques fiscaux, effectivement, qui peut... Des établissements qui accueilleraient par exemple des groupes pour occuper leur internat durant l'été, par exemple. Donc il y a des problèmes de TVA, des problèmes de compte de résultats analytiques, avec des problèmes d'impôts qui peuvent se poser. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Soit on reste dans le domaine éducatif, soit on en sort. Et là, on peut rentrer en concurrence avec le secteur privé. Et effectivement, être confronté à des risques. Donc, bon, si c'est 1000, 2000, 3000 euros, c'est pas très grave. Si on commence à avoir des sommes en se disant, tiens, on va renflouer les caisses et on va occuper les bâtiments pendant les vacances, en faisant des activités annexes, là, il y a un vrai plan de financement à faire et une vraie vigilance fiscale à avoir. Tout à fait. Je ne sais pas si ça répond à peu près ou si vous aviez autre chose. Alors, encore une fois, on pourrait passer quelques heures sur le sujet parce qu'il est forcément vaste. Voilà, ça revient à ce qu'on évoquait à la fin. Donc effectivement, on pourrait y rentrer, mais ça demande une formation particulière. Mais effectivement, c'est de savoir si on est dans le secteur concurrentiel ou pas, par la nature du produit, par le prix, par la prestation qu'on fait. Je pense que chaque cas de figure peut être différent parce que déjà elle est différente par rapport à l'environnement dans lequel on est. Cette règle-là, elle s'applique différemment si autour de nous on a des hôtels ou si on n'en a pas, par exemple. Elle s'applique différemment si on a des restaurants, si on n'en a pas, s'il y a des salles des fêtes, s'il n'y en a pas. Donc, et puis après, il y a la notion de est-ce que ça reste une fois ou est-ce qu'on le fait de façon répétée et comment habituelle. Donc chaque cas est particulier. Donc c'est difficile d'y rentrer dans une conférence comme ça. Mais vous avez raison, soyez vigilants si vous sortez de vos activités habituelles. Ça, on est à peu près sécurisé en matière de fiscalité sur tout ce qui est prestations directes d'enseignement, puisqu'on a sur le cursus des formations obligatoires, donc jusqu'au bac au moins, effectivement une exonération de TVA sur les activités d'enseignement. Ça, on a un texte qui protège. Après, il faut voir effectivement ce qui peut être formation éventuellement supérieure. Je pense par exemple aux formations de certains établissements sur des classes préparatoires. On a en matière sanitaire, sur les préparations concours, etc. On a quelques établissements qui peuvent mettre en place des formations comme ça, qui sont un peu dans le prolongement de leurs activités d'enseignement, mais qui néanmoins sont très concurrentielles. On sait qu'on a beaucoup d'établissements privés lucratifs qui font des préparations au concours d'infirmières, au concours de médecine, etc. Donc sur des thématiques comme ça, dès qu'on va s'éloigner un petit peu des métiers traditionnels des OGEC, qui sont de former des élèves jusqu'au bac, on peut avoir des thématiques intéressantes sur la fiscalité. On peut avoir aussi des thématiques sur tout ce qui est activité de formation continue, quand on a des établissements notamment professionnels, où on va se retrouver avec éventuellement des CFA et puis éventuellement de l'alternance. Voilà, donc ça, c'est des zones un petit peu de danger. Si on est sur une OGEC qui a un métier classique, maternelle, primaire, collège, lycée, et qui reste sur le cœur de métier en matière de fiscalité, encore une fois, si on a la gestion des intéressés des administrateurs, on est à peu près sécurisé. À peu près sécurisé. Je dis bien, il faut toujours être vigilant. Je reviendrai volontiers sur la gestion de fait. Jean-Romain Plage, directeur de Cézanne. Je mets de côté ce que j'appellerais les prises de pouvoir. Et je vais plutôt partir sur les maladresses de fonctionnement. En tant que chef d'établissement, j'avais un président d'OGEC avec lequel je m'entendais bien sur le fond, la question n'est pas là. À 18h30, on commence et il dit non, mais pas que ça à faire, à 20h, c'est terminé. Donc quand on a 3 réunions de CA dans l'année, que vous devez expliquer la vie de l'établissement, les projets d'ouverture, les budgets, les prévisionnels, et le projet de travaux et de reconstruction du nouveau lycée, enfin les appels d'offres, on a terminé, on n'a pas le temps de traiter ça. Prochain CA, c'est dans 3 mois, en mai. Et là, je peux vous dire qu'en tant que chef d'établissement, j'avais un choix. C'est, OK, on en reparle en mai, c'est-à-dire que les travaux ne seront pas faits parce qu'il sera trop tard pour réserver les entreprises, et donc on perd un an, où je fais ce que j'ai à faire en tant que chef d'établissement, non pas que j'ai choisi de le faire sans l'OGEC, et
en mai, je présente le truc et là, tout le monde me dit mais c'est nickel et on y va. Mais en fait, on y va. J'ai déjà réservé les entreprises. Et ensuite, pendant l'été, je vais signer des chèques de plusieurs centaines de milliers d'euros sans aucune. Voilà. Et là, si jamais il y a quelque chose qui se passe, on va crucifier le chef d'établissement en disant il a outrepassé. C'est même un motif de licenciement légitime. Mais s'il fait rien, pour lui dire il n'a pas mis en œuvre ce qu'il devait faire. Donc j'attire l'attention sur le fait que il y a toujours des dangers d'excès de prise de pouvoir. Mais si on n'a pas pris le temps de travailler ensemble, en amont, d'établir des calendriers avec les enjeux, à quel moment ça doit être réglé, et de se dire on fera autant de réunions qu'il sera nécessaire, et éventuellement aussi longues qu'il le faudra pour traiter les sujets majeurs, et qu'on s'enferme dans un fonctionnement associatif extrêmement réduit, le risque il est qu'on ne s'en sorte plus. Et un deuxième point que j'aurais souhaité très rapidement abordé, je le vois dans plein de lieux, il n'y a pas de secrétaire dans l'OGEC. C'est donc le chef d'établissement qui est censé, qui va de fait préparer l'ordre du jour avec des consignes plus ou moins claires, qui va l'animer, qui va prendre des notes, qui va répondre aux questions et qui va se faire engueuler parce que le compte-rendu n'est pas exactement comme il aurait fallu. Non, je dis, voilà, c'est pas pour jeter la pierre, on voit de tout. Mais à un moment donné, si on n'a pas mis en place un minimum de formalisme et de structuration, on peut mettre gravement en danger le fonctionnement de l'institution et les personnes elles-mêmes. Voilà, je voulais revenir ça en écartant tout ce qui est de l'ordre de la prise de pouvoir de la monolithe et juste les fonctionnements qui ne vont pas. Non mais on entend et on comprend très bien, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que notre présentation a été tournée vers les membres d'OGEC, c'est-à-dire dirigeants et membres du conseil d'administration de bureau. Mais vous avez raison, si le conseil d'administration ne fait pas son travail, n'est pas présent, vous vous retrouvez face à une difficulté. Mais là, si je parle maintenant au directeur d'établissement, je dis à l'inverse, faites attention aussi, parce que vous engagez aussi votre responsabilité. Si vous faites des choses sans l'accord de des membres de l'OGEC, du conseil d'administration, c'est votre responsabilité aussi que vous engagez. Imaginez que vous engagez des sommes et que le conseil d'administration dit ah non, on n'était pas d'accord. Ça peut être compliqué. Donc la moindre des choses, c'est de demander une convocation du conseil s'il y a des enjeux importants. Si c'est un peu moins important pour valider, c'est au moins d'avoir un mail avec le président, de dire bah, écoutez, voilà, je ne vous ai pas vu ces derniers temps, mais voilà ce que j'envisage de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'avoir au moins une trace pour vous sécuriser, si je me mets de l'autre côté. Et du côté des membres des OGEC, bah, c'est à partir du moment où on est président, trésorier, secrétaire, bah, on s'engage aussi quelque part. Et il faut aussi s'investir un minimum pour faire les choses. C'est associatif, c'est du bénévolat, mais c'est aussi aux membres d'associations de faire le travail. Alors, c'est beaucoup plus difficile dans les petites écoles. Quand les écoles sont un peu plus importantes, il y a souvent des conseils, que ce soit expert comptable, le commissaire aux comptes qui ne va pas rédiger, mais qui est présent pour limiter aussi. Il peut y avoir des conseils juridiques. Quand la taille le permet, je dirais le coût est absorbable. Et donc, il y a un encadrement qui permet de sécuriser. Dans les petites écoles, quand on voit des produits à 100, 150, 200, 250 000 euros annuels, on n'a pas les moyens des fois de s'entourer. Et là, ça demande un investissement, je dirais, des membres de l'OGEC. Fourni l'occasion de rappeler que le tandem président-directeur est fondamental et que c'est un équilibre qui doit bien fonctionner parce qu'effectivement, il est parfait. Et il permet déjà d'échanger. Alors, comme l'a dit hier le père Le Gall, je pense que c'était important aussi toujours de pouvoir échanger, mais c'est sûrement le binôme en fait qui doit être à la tête de l'ensemble, même si quelque part, parfois dans les statuts, le président n'a pas tous les pouvoirs non plus. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est souvent le conseil d'administration dans sa globalité, encore une fois, et pas seulement le président. Écoutez, on va presque avoir dépassé l'horaire. C'est l'heure des partenaires. On vous remercie de votre attention et de votre participation. On peut vous remercier pour cette présentation qui est très d'actualité. Merci. Merci. Et si vous voulez le support, n'hésitez pas à nous le demander ou nous donner votre adresse mail à nos stands et on vous fera passer le support.